Il y a des maisons si grandes qu'elles en deviennent des prisons, et des fortunes si vastes qu'elles étouffent le cœur. Marc Delcourt vivait dans une villa digne des magazines d'architecture. Une propriété de pierre blanche et de verre, perchée sur les hauteurs d'une colline verdoyante, avec vue plongeante sur la ville qui ne dormait jamais. Mais chez lui, tout dormait. Même le temps. Le portail noir, haut de 3 mètres, s'ouvrait chaque matin à la même heure. Une voiture passait, puis se refermait. Et c'était le début d'un nouveau jour, identique à tous les précédents. À l'intérieur, chaque détail semblait figé dans le luxe et la froideur. Les planchers de marbre lustrés, les colonnes de bois précieux, les canapés en cuir italien, les œuvres d'art contemporaines accrochées au mur. Pas un coussin déplacé, pas une trace de vie. Seuls les systèmes automatisés brisaient parfois le silence, ajustant la lumière ou diffusant une musique douce que personne n'écoutait vraiment. Marc vivait seul. À 68 ans, il était l'un des anciens géants de la finance. Autrefois fondateur d'un empire technologique, il avait vendu ses parts au sommet, amassant des milliards. Il avait tout, jet privé, comptes offshore, villas dans 3 pays. Sauf ce que le monde oublie de vendre, l'amour, la chaleur, le partage. Depuis la mort de sa femme, 15 ans plus tôt, le monde avait peu à peu perdu ses couleurs. Il avait conservé une photo d'elle, dans un cadre discret sur la table basse. Il ne la regardait presque plus. Non pas qu'il l'aimait moins, mais parce que la douleur d'y penser restait vive, malgré les années. Marc se levait chaque jour à 6h30. Il lisait les journaux, tous, sans en retenir grand-chose. Il prenait son petit déjeuner à 7 heures précises, 2 tranches de pain grillé, un café noir, une orange pressée. Clarisse, la femme de ménage, déposait le plateau sans bruit, comme une ombre bienveillante. Il ne lui adressait qu'un signe de tête. Il ne parlait presque plus. Les seules voix qu'il entendait venaient de la télévision ou de la radio. Mais même là, le son était souvent coupé. Ce n'était pas qu'il méprisait le monde, il l'avait simplement mis à distance. Comme on ferme une porte trop bruyante. La villa disposait de 7 chambres, d'une piscine intérieure, d'un home cinéma, d'un spa, d'une cave à vin impressionnante. Mais tout restait éteint, inutilisé, poussiéreusement parfait. Marc avait longtemps cru que la solitude était une forme de liberté. Qu'être seul, c'était être intouchable. Mais au fond de lui, quelque chose s'effritait. Une lente érosion de l'âme. Un vide sans nom, qui ne faisait pas de bruit mais avalait tout. Parfois, il se surprenait à écouter les oiseaux à travers la baie vitrée, ou à suivre du regard les feuilles tombant dans le jardin. Comme si quelque chose, dehors, insistait pour lui parler. Mais il ne répondait jamais. Les rares personnes qui entraient dans cette maison, un jardinier, un comptable, un chauffeur, marchaient avec prudence, comme dans un musée. Tous respectaient ce silence devenu loi. Et Clarisse, douce Clarisse, était la seule à rester. Une femme simple, qui ne demandait rien, ne posait pas de questions, mais faisait toujours les choses avec soin. Elle était invisible, comme le vent, mais essentielle, comme la respiration. Marc ne savait presque rien d'elle. Et c'était très bien ainsi, pensait-il. Jusqu'au jour où un détail, minuscule mais étrange, vint briser cette routine de marbre. 2 petits pains, chaque dimanche matin, disparaissaient. Au début, il n'y prêta pas attention. Mais une voix, très ancienne, enfouie en lui, se réveilla. Une voix qui disait « Et si, ce pain allait là où ton cœur a cessé d'aller ?» Ce fut le début d'un frémissement, presque imperceptible, comme une brise dans une maison où toutes les fenêtres étaient fermées. Marc Delcourt ne le savait pas encore, mais ce pain du dimanche allait changer sa vie. Clarisse n'était pas de celles qu'on remarque. Elle ne portait pas de bijoux, pas de parfum fort, pas de gestes brusques. Elle avait cette façon de se mouvoir qui rappelait les brises de fin d'automne, discrètes, légères, mais constantes. Chaque matin, elle passait le grand portail de la Villa Delcourt à 7h15, exactement. Elle n'était jamais en retard. Une voiture usée la déposait quelques mètres plus loin, et elle finissait le trajet à pied, son sac en toile à la main, ses pas prudents sur l'allée en pierre. Elle portait des vêtements simples, souvent les mêmes. Des couleurs sobres, du beige, du bleu délavé, parfois un vert pâle. Son visage, marqué par les années, rayonnait pourtant d'une douceur inaltérable. Des rides fines entouraient ses yeux noisettes, comme si la vie y avait souvent déposé des larmes, mais aussi beaucoup de lumière. Personne ne savait vraiment d'où venait Clarisse. Elle parlait peu. Mais quand elle ouvrait la bouche, ses mots étaient justes, pesés, presque tissés de silence. Elle appelait Marc monsieur, comme s'il était un titre à lui tout seul. Jamais une plainte, jamais une demande. Juste sa présence régulière, invariable,
presque rassurante. Dans la maison, elle avançait comme une mémoire vivante. Elle connaissait les coins où la poussière aimait se cacher, les interrupteurs capricieux, le linge que Marc préférait plier plutôt que suspendu. Elle savait aussi ce qu'il ne disait pas. Elle sentait ses absences de regard, ses silences prolongés, et elle les respectait. Mais Clarisse n'était pas qu'une femme de ménage. Elle était, sans que personne ne le voie, une gardienne. Dans son sac, elle emportait souvent plus que ce qu'elle ramenait. Un fruit oublié dans la corbeille, un pain non touché, un peu de riz cuit la veille. Rien de ce qu'elle prenait ne se remarquait vraiment, sauf les petits pains du dimanche. Chaque semaine, elle en glissait 2 ou 3 dans une serviette propre, les déposait délicatement dans son sac, et repartait, sans un mot. Ce geste, pour elle, n'était pas un vol. C'était un acte d'amour. Un rituel. Car Clarisse portait en elle un secret. Ou plutôt, une mission. À quelques kilomètres de cette villa silencieuse, dans un quartier oublié des riches et des puissants, vivait une poignée d'enfants à qui la vie n'avait rien offert. Ils l'appelaient Mamie Clarisse. Elle venait les voir chaque dimanche après son service. Elle leur apportait un peu de nourriture, des histoires, un sourire. C'était peu, mais c'était tout ce qu'ils avaient. Et le pain de Marc devenait, entre ses mains, le pain du dimanche. Le pain du partage. Le pain de la survie. Le pain de la tendresse. Elle aurait pu demander. Elle aurait pu expliquer. Mais elle savait ce que cela coûterait. La méfiance des riches est toujours plus forte que leur pitié. Alors elle se taisait. Elle agissait. En silence. Dans la maison, elle fredonnait parfois en nettoyant les vitres. Des chansons d'autrefois, presque des prières. Elle parlait aux plantes. Elle caressait les meubles. Elle souriait au tableau, comme pour leur rappeler qu'ils n'étaient pas seuls. Et puis, chaque dimanche, elle repartait. Avec ce petit trésor dans son sac. 3 pains. 3 espoirs. Ce qu'elle ignorait, ce jour-là, c'est que Marc Delcourt l'avait vue. Pas seulement sur les caméras. Il l'avait vue, comme on voit un être humain pour la première fois, au-delà des fonctions, des gestes, des silences. Et ce regard-là, silencieux encore, était le début d'une révolution. Ce fut un dimanche de mai que Marc Delcourt remarqua pour la première fois l'absence. Non pas celle d'un être, ni d'un mot, mais celle d'un objet, d'un tout petit détail. Un pain manqué sur le plateau du petit déjeuner. Il resta quelques secondes figé, debout devant la table immaculée, son regard se posant sur les 2 petits pains restants. Il y en avait toujours 3. Il le savait. Non pas qu'il les mangeait tous. Mais il aimait que tout soit complet, régulier, prévu. 3 pains, comme 3 piliers de sa matinée. Mais ce matin-là, il n'y en avait que 2. Il appela doucement. Clarisse. Pas de réponse. Elle était probablement dans la cuisine ou en train de laver une salle de bain. Elle faisait son travail avec la discrétion d'un souffle. Marc hésita à lui demander. Puis se ravisa. Après tout, c'était peut-être une erreur. Rien de grave. Mais la semaine suivante, même chose. 2 pains. Et celle d'après encore. 2 pains. 3 semaines, 3 absences. Alors, quelque chose bougea en lui. Une sensation étrange. Non pas de colère, mais de curiosité. Et Marc Delcourt n'avait plus été curieux depuis des années. Il se mit à observer. À regarder discrètement les mouvements de Clarisse, à l'heure du départ. À vérifier les placards, le sac à pain, les restes. Tout semblait normal. Rien ne semblait déplacé. Clarisse ne montrait aucun trouble, aucun geste suspect. Et pourtant, le 3e pain disparaissait chaque dimanche, avec la régularité d'un battement de cœur caché. Il fit installer une caméra discrète dans la cuisine. Pas par défiance. Par besoin de comprendre. Ce qu'il découvrit ne fut pas un vol, mais un geste de tendresse. La vidéo était simple. Clarisse, seule, pliait doucement un petit pain dans un torchon propre, le glissait dans son sac, puis essuyait le plan de travail avec soin, comme si de rien n'était. Pas de précipitation. Pas de panique. Une habitude. Un rituel. Marc, devant l'écran, resta longtemps silencieux. Il aurait pu la confronter. Il aurait pu exiger des explications. Mais une intuition, au fond de lui souffla que ce pain n'allait pas dans sa poche. Ce pain va quelque part. Ce pain nourrit autre chose que son estomac. Et cette pensée le troubla, plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Il se remémora une phrase de son épouse, disparue depuis des années. Ce n'est jamais ce qu'on donne qui compte. C'est à qui on le donne, et pourquoi. Marc ressentit un pincement au cœur. Il revit le visage de sa femme, ses mains qui partageaient autrefois des repas avec les associations, ces gestes discrets de bonté qu'il trouvait alors naïfs. Était-il passé à côté de tant de choses?
Et si ce petit pain disparu était, en réalité, le seul pain vivant de cette maison? Ce jour-là, Marc décida de ne rien dire. Pas encore. Mais il se fit une promesse. Le dimanche suivant, il suivrait Clarisse. Il verrait où allait ce pain. Et surtout, ce qu'il révélait du monde qu'il avait cessé de regarder. Car parfois, il suffit d'un rien. Un simple pain disparu. Pour que tout ce qu'on croyait figé, commence enfin à bouger. Le dimanche suivant, Marc Delcourt se leva plus tôt que d'habitude. Il avait passé la nuit à ressasser ce qu'il allait faire. L'idée même de suivre quelqu'un lui paraissait absurde, presque puérile. Lui, l'homme de principe, le bâtisseur d'empire, s'apprêtait à épier une femme de ménage, pour un morceau de pain. Mais ce n'était pas juste un morceau de pain. C'était le mystère du geste. Et ce geste-là, il avait réveillé quelque chose qu'il croyait éteint, le besoin de comprendre l'humain. Clarisse arriva comme toujours, à 7h15. Ponctuelle, modeste, invisible. Elle nettoya la cuisine, rangea le salon, passa un chiffon sur la rampe d'escalier. À 10h, elle apporta le petit déjeuner. 3 pains. Marc en mangea un, la remercia d'un signe. Elle sourit, comme chaque dimanche. À 11h30, elle remit son manteau, prit son sac, plus plein qu'à l'arrivée et salua brièvement. « Au revoir, monsieur Marc. Bon dimanche. » Il répondit d'un simple « À vous aussi, Clarisse. » Mais cette fois, il attendit quelques minutes, puis sortit. Il monta dans sa voiture, une berline discrète qu'il n'utilisait presque jamais, et laissa plusieurs dizaines de mètres entre eux. Il n'avait jamais conduit seul depuis longtemps. L'odeur de cuir du volant, la vibration du moteur, tout cela lui semblait étrangement vivant. Clarisse marchait sans se presser, le dos droit malgré les années. Elle rejoignit un arrêt de bus, s'assit, salua une femme âgée qu'elle semblait connaître. Le bus arriva. Marc hésita, puis suivit à distance. Le véhicule traversa des quartiers de plus en plus modestes, quittant les beaux pavés pour entrer dans un monde qu'il n'avait pas vu depuis des décennies. Façades défraîchies, commerce fermé, linge suspendu au balcon. Marc se sentit étranger, presque coupable. Clarisse descendit dans un quartier populaire, aux rues étroites et animées. Elle salua plusieurs personnes, connues de toute évidence. Des mères, des anciens, des enfants. Elle n'était pas invisible ici. Elle était Mamie Clarisse. Marc, resté dans sa voiture, la vit entrer dans une ruelle. Il descendit enfin, marcha lentement, le col relevé, méconnaissable. Il la vit s'arrêter devant un petit terrain vague, encadré de murs tagués, où 5 ou 6 enfants jouaient avec un ballon dégonflé. Des rires, des cris, des mains tendues. Clarisse ouvrit son sac. Elle sortit d'abord une bouteille d'eau, puis des serviettes. Enfin, elle déplia le fameux torchon blanc. 3 petits pains, coupés en 2. Elle les distribua avec tendresse. Une caresse sur une joue, un mot doux à l'oreille, un éclat de rire. Le pain du dimanche avait trouvé sa table. Marc resta à distance, pétrifié. Il ne savait plus s'il devait avancer, s'en aller, ou plairer. Ce qu'il voyait n'était pas de la charité. C'était un sacrement humain. Clarisse s'assit ensuite sur un banc, sortit un petit livre et commença à raconter une histoire. Les enfants s'approchèrent, accrochés à ses lèvres. Pas de décor, pas de décoration, pas d'écran. Juste des mots, un regard, du pain. Et dans les yeux de Clarisse, il vit ce qu'il n'avait plus vu depuis si longtemps, la lumière. Pas celle des projecteurs, pas celle de l'argent. La vraie, celle qu'on porte en soi quand on donne sans attendre. Marc recula lentement. Il se sentait bouleversé, déplacé, bouleversé à nouveau. L'homme qu'il était venait de rencontrer l'homme qu'il aurait pu être. Il rentra chez lui sans bruit. Et ce soir-là, pour la première fois depuis la mort de sa femme, il pleura. Longtemps, en silence. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire. Mais il savait une chose, il ne serait plus jamais le même. Le lundi matin, la villa Delcourt semblait identique à elle-même. Silencieuse, impeccable, baignée de lumière froide. Mais Marc, lui, avait changé. Il n'avait rien dit à Clarisse en la croisant ce jour-là. Il l'avait saluée comme d'habitude, d'un hochement de tête. Mais dans ses yeux, un trouble nouveau dansait. Quelque chose de presque enfantin, la pudeur d'avoir vu, et de ne pas savoir comment parler. Il n'avait pas dormi. La scène du terrain vague, les rires des enfants, le pain partagé, tournaient en boucle dans sa tête. Il revoyait Clarisse, droite et douce, au milieu de cette pauvreté, comme un phare dans la brume. Et lui, Marc Delcourt, homme d'affaires redouté, assis dans sa voiture, impuissant devant l'évidence du vrai. Ce qu'il avait vu ne s'achetait pas.
Ça ne se négociait pas. Ça se vivait. Alors, pour la première fois depuis des années, il mit les mains à la pâte. Littéralement. Ce mercredi, il se rendit discrètement chez un artisan boulanger du centre-ville. Un homme qu'il connaissait à peine, mais dont il avait entendu vanter le savoir-faire. Il lui commanda 50 petits pains au lait, bien dorés, bien tendres. 50? S'étonna le boulanger. C'est pour une réception? Non, répondit Marc doucement. C'est pour des enfants. Le dimanche. Le boulanger sourit. Et il ne posa plus de questions. Marc rentra chez lui avec les pains, les congela soigneusement, et attendit. Dimanche arriva. Clarisse fit comme d'habitude. 3 pains sur la table. 2 laissés, un glissé dans son sac. Un petit geste, devenu rituel. Mais cette fois, Marc l'attendit à la sortie. Clarisse. Elle sursauta, légèrement surprise. Monsieur Marc, quelque chose ne va pas. Il la regarda, longtemps, avec une tendresse maladroite. Je sais pour le pain. Elle pâlit. Ses mains se serrèrent autour de son sac. Je suis désolé, monsieur. Je n'aurais pas dû. Ce n'est pas pour moi, c'est que, ce sont des enfants. Je peux vous rembourser. Il leva la main doucement, l'interrompant. Je ne vous reproche rien. Au contraire. Silence. Les oiseaux chantaient. Un papillon passa entre eux, léger. Je voudrais vous aider, dit-il enfin. Clarisse fronça les sourcils. Comment ça, m'aider? Marc lui tendit une petite boîte en carton. Elle l'ouvrit, tremblante. Dedans, 6 pains, tout frais, encore tièdes. C'est moi qui les ai commandés. Pour vous. Pour eux. Il hésita. J'aimerais les rencontrer. Si vous acceptez. Clarisse, d'abord figée, vit ses yeux. Et dans ces yeux-là, pas d'arrogance. Pas de pitié. Juste de la sincérité. Et peut-être, un peu de solitude aussi. Elle hocha lentement la tête. Dimanche prochain. Même endroit. Même heure. Ce jour-là, le terrain vague devint une table. Marc arriva avec un panier rempli de pain, de jus de fruits, de nappes en papier. Clarisse apporta quelques fruits, des verres en plastique, des assiettes de fortune. Les enfants, d'abord méfiants, regardèrent cet homme en chemise blanche avec étonnement. Mais il s'assit. Il sourit. Il tendit le pain. Et soudain, les rires revinrent. « Tu t'appelles comment, monsieur ?» demanda une petite fille aux tresses rouges. « Marc. Juste Marc. Tu sais jouer au ballon? On peut essayer, dit-il en riant. Et il essaya. Maladroitement. Mais ce jour-là, le milliardaire joua à la balle avec des enfants. Et le pain du dimanche devint un festin. Clarisse, un peu à l'écart, le regardait. Dans ses yeux brillait une gratitude silencieuse. Elle n'avait jamais imaginé que son geste caché pouvait mener à ça. Une rencontre. Une guérison. Et Marc, pour la première fois depuis très longtemps, se sentit à sa place. Le terrain vague n'était qu'un rectangle de terre battue, bordé de pierres, de mauvaises herbes et de vieux grillages tordus. Il sentait la poussière, l'abandon, et pourtant, chaque dimanche, il se transformait. Les enfants en faisaient un royaume. Clarisse, une reine discrète. Et Marc, un invité d'honneur encore maladroit, mais chaque fois un peu plus vrai. Ce jour-là, alors qu'il repartait, les mains pleines de miettes et le cœur battant, Marc eut une idée. Pas une idée de business. Pas une idée rentable. Une idée. Belle. Il ne dormit pas beaucoup les nuits suivantes. Il fit dessiner un plan. Il appela un ancien architecte paysagiste, un ami perdu de vue depuis longtemps. Il demanda du bois, des fleurs, des bancs, des peintures vives. Pourquoi faire? Lui demanda l'architecte. Marc répondit simplement. Pour un jardin. Pour les petits rois. Le dimanche suivant, il ne vint pas seul. 3 ouvriers posèrent des planches, nettoyèrent le terrain, délimitèrent les futurs massifs. Clarisse, les enfants et les voisins regardaient tout ça avec étonnement. « Vous voulez faire un jardin ici ?» osa demander Clarisse. « Pas moi, » répondit Marc. « Non. » Elle resta sans voix. Ce mot, non, elle ne l'avait pas entendu souvent. Pas ici. Alors, la magie commença. Pendant des semaines, les enfants aidèrent à planter des graines, à peindre les bancs, à dessiner des cœurs sur les pots. Clarisse préparait des goûters. Les mamans du quartier apportaient des gâteaux faits maison. Marc, lui, troqua ses chemises contre des t-shirts simples, ses chaussures de ville contre des baskets. Il riait plus souvent. Il parlait moins de chiffres, plus de souvenirs. Il devint Marc, tout simplement. Et le terrain vague devint un jardin vivant. On y planta des tomates cerises, des fraisiers, des tournesols. On y posa une table longue comme une promesse. On y accrocha des guirlandes colorées.
On y vit des enfants courir, dessiner à la craie, lire sous un arbre. Un petit garçon lui dit un jour: « Tu sais, monsieur Mark, ici, c'est notre royaume. » Mark sourit. « Et vous êtes les rois? »« Oui. Et toi, t'es notre jardinier préféré. » Ce fut peut-être la plus belle promotion de sa vie. Clarisse, un soir, l'observa assis sur un banc, un enfant endormi contre lui. Elle s'approcha. « Vous avez changé, monsieur Mark. » Il leva les yeux vers elle, un peu gêné. « Peut-être que j'ai juste retrouvé quelque chose que j'avais perdu. »« Quoi donc ?» Il réfléchit, puis dit lentement: « Le goût du pain chaud, partagé avec le cœur. » Elle lui serra doucement l'épaule. Il ferma les yeux un instant. Dans ce jardin simple, sans luxe, sans vitrine, il avait trouvé ce que sa villa n'avait jamais su lui offrir: la chaleur des hôtes. Et chaque dimanche, autour de cette nouvelle table, entre les fleurs et les rires, Mark Delcourt, le milliardaire solitaire, devenait peu à peu l'homme complet qu'il aurait toujours voulu être. L'air était doux ce dimanche-là. Le jardin des petits rois vibrait de vie, de rire, de parfums de fleurs et de pain chaud. Mark observait la scène, accoudé à la barrière fraîchement repeinte en bleu ciel. Les enfants jouaient, Clarisse racontait une histoire. Une fillette aux yeux vifs se tourna vers lui soudain. Dit: « Monsieur Mark, elle est grande ta maison? »« Très grande, » répondit-il, un peu surpris. « Pourquoi? On pourrait y faire un goûter? Juste une fois, un goûter de roi, mais dedans. » Mark resta silencieux. Sa villa, son sanctuaire de silence, de verre, de marbre, sa prison dorée. Personne n'y avait mis les pieds depuis des années, à part Clarisse et quelques rares employés. Elle n'avait jamais entendu d'éclats de rire, jamais accueilli de jeux, de désordre joyeux. Et tout à coup, cette idée folle et lumineuse s'imposa à lui. Et si le vrai luxe, c'était de partager? Le lundi suivant, Clarisse entra dans la cuisine, comme toujours. Mais cette fois, un carton l'attendait sur la table. Dessus, une simple enveloppe, à son nom. Elle l'ouvrit, intriguée. À l'intérieur, une carte joliment décorée. Invitation officielle. Dimanche prochain, à midi. Monsieur Mark Delcourt reçoit dans sa villa tous les enfants du jardin des petits rois. Leurs parents, leurs rires et leurs histoires. Dress code, sourires obligatoires. Une table pour tous. Mark. Clarisse resta figée un moment, puis, un sourire immense fendit son visage. Le reste de la semaine fut une fourmilière d'activités. Mark fit appel à un traiteur qu'il connaissait, mais lui posa une condition. Pas de plats compliqués. Que du simple, du bon, du vrai. Et surtout, qu'ils puissent manger avec les doigts s'ils veulent. Il ouvrit les portes du jardin, fit installer de longues tables blanches dans l'allée principale, suspendit des guirlandes multicolores au balcon. Il ressortit des assiettes qu'il n'avait jamais utilisées. Et il plaça lui-même de petits marque-places, écrits à la main. Le grand jour arriva. Et la villa, d'habitude si froide et silencieuse, se remplit d'éclats de voix, de pas précipités, de waouh émerveillés. Les enfants couraient d'une pièce à l'autre, fascinés. « C'est un château ici. Tu dors dans ce lit-là? T'as un piano? Tu sais jouer? » Mark riait, un peu débordé, mais heureux. Clarisse assura que tout le monde avait à manger. Les mamans aidaient en cuisine. Les papas racontaient des blagues sur la terrasse. Les enfants s'installaient partout, sur les marches, dans les fauteuils, sous la table même pour certains. Et Mark, au milieu d'eux, n'était plus un invité. Il était l'un des leurs. Un vieux monsieur du quartier leva un verre et déclara: « Eh bien, monsieur Delcourt, on croyait que vous étiez un fantôme dans cette maison. Mais aujourd'hui, vous êtes devenu un voisin. » Un tonnerre d'applaudissements suivit. Mark eut du mal à parler. Il se leva, le cœur serré. Je croyais que j'avais tout. Mais la vérité, c'est que j'avais seulement beaucoup de choses. » Il regarda Clarisse. « Merci de m'avoir montré la valeur du pain partagé. » Puis, il désigna la foule. « Et merci à vous tous d'avoir accepté de rentrer dans ma maison. Mais surtout, dans ma vie. » Silence. Ému. Respectueux. Puis une main d'enfant se leva timidement. « On peut revenir dimanche prochain ?» Mark éclata de rire. « Pas seulement dimanche. Quand vous voulez. Ce n'est plus ma maison maintenant, c'est notre table. » Et ce jour-là, sous les guirlandes, entre les miettes de pain et les éclats de joie, quelque chose naquit. Pas une entreprise, pas une œuvre caritative, mais un espace sacré de chaleur humaine. Le cœur de Mark Delcourt avait enfin trouvé une adresse, au milieu des autres. Les mois passèrent, doux comme des fins d'été. Le jardin des petits rois prospérait, les tables du dimanche ne désemplissaient plus, et la villa, autrefois glaciale, s'était muée en lieu de passage,
de fête et de paix. Marc Delcourt avait changé. Pas de manière spectaculaire, mais dans les détails. Il parlait moins de chiffres, plus d'émotions. Il écrivait beaucoup, dans un vieux carnet de cuir qu'il n'ouvrait qu'au petit matin, quand tout le monde dormait encore. Clarisse, elle, voyait ce changement avec une douceur mêlée d'inquiétude. « Vous êtes fatigué, Marc ?» lui dit-elle un jour, en lui servant une tisane. « Un peu, » sourit-il. « Mais c'est une belle fatigue, celle qu'on ressent quand on a enfin construit quelque chose qui compte. » Elle le regarda, en silence. Il ajouta « Et j'aimerais que ça continue, même sans moi. » Une semaine plus tard, Clarisse découvrit un dossier, posé sur le piano de la villa. Dessus, une note. À lire quand je ne serai plus là. Pour Clarisse. Pour les enfants. Pour tous ceux qui croient encore au pain partagé. Le jour venu, ce testament fut ouvert. Pas dans un bureau froid, mais dans le jardin, autour de la longue table, avec des rires d'enfants en fond sonore. Marc y avait tout écrit, tout prévu. Il avait légué la villa à une fondation, la maison du pain partagé. Il avait donné le jardin à la commune, avec une clause, qu'il reste ouvert aux enfants et aux voisins, chaque dimanche, pour toujours. Et il avait laissé un mot, écrit à la main, d'une sincérité désarmante. Je ne vous laisse pas de grands discours, ni de règles compliquées. Je vous laisse des miettes. Celles d'un pain que j'ai appris à rompre, grâce à une femme discrète, à des enfants rieurs, à un quartier qui m'a adopté sans me demander de changer. Je vous laisse ma maison, mais surtout, je vous laisse ma table. Que jamais elle ne soit vide. Que les rires y résonnent, même quand je n'y serai plus. N'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on possède qui fait notre richesse. C'est ce qu'on partage. Avec toute ma tendresse. Marc. Clarisse referma la lettre, les yeux humides. Ce jour-là, elle prépara du pain. Beaucoup. Elle le coupa en morceaux, comme toujours. Elle plaça la lettre de Marc au centre de la table, entre les plats, comme un cœur posé là. Et quand les enfants arrivèrent, elle leur dit « Aujourd'hui, on fête le premier dimanche du reste de nos vies. » Le soleil se couchait lentement sur le jardin. Les rires montaient dans l'air tiède. Et sur une petite plaque, clouée à l'entrée, on pouvait lire désormais « Jardin des petits rois, ici, chaque enfant est un trésor. » En mémoire de Marc Delcourt, qui a appris à aimer le pain partagé. L'histoire de Marc Delcourt, de Clarisse, des enfants et de ce pain du dimanche, nous rappelle une vérité simple mais puissante. Le vrai luxe, c'est le partage. Pas celui qui coûte, mais celui qui console. Pas celui qui impressionne, mais celui qui rassemble. Et toi, lecteur, lectrice, si tu as ressenti un frisson, une larme, un sourire, si cette histoire a éveillé en toi un souvenir, un rêve ou même une simple envie de tendre la main, alors n'hésite pas à t'abonner à cette page, à cette chaîne, à ce souffle. Chaque histoire, chaque message, chaque mot peut toucher un cœur. Et qui sait, peut-être que le prochain cœur, ce sera le tien. Laisse un commentaire. Dis-nous ce que tu as ressenti. Partage ton propre pain du dimanche. Raconte-nous un moment de ta vie où un petit geste a tout changé. Tu n'imagines pas à quel point ton témoignage peut inspirer quelqu'un d'autre. Et surtout, n'oublie pas, il n'est jamais trop tard pour dresser une table. Il n'est jamais trop tôt pour semer un peu d'amour. À dimanche prochain, ou à chaque fois que le cœur t'appelle.